Bonjour à tous. Donc c'est la reprise des grands rounds qui est donc cette communication sur des cas un peu particuliers dans nos spécialités hépatobiliaires et pancréatiques et transplantation. Donc là, on a la chance d'avoir une équipe d'experts sur une pathologie qui n'est pas forcément très connue parce que finalement c'est quelque chose qui est un peu régional, puisque on est dans la région de Besançon, là où il y en a le plus, c'est l'échinococose alvéolaire. Et donc, on remercie beaucoup l'équipe de Besançon qui va nous présenter ce dossier avec un cas clinique qui va être progressif. Il ne faudra pas hésiter à prendre la parole, enfin, poser des questions sur le chat. Et puis, nous avons un discutant en la personne de Jean-Yves Mabru qui sera là pour relayer en même temps et animer le cas clinique qui va être présenté par Pauline Georges de l'équipe du CHU de Besançon avec à ses côtés Zalakis, Alexandre Dousseau, le professeur Haid et puis Célia Turcot et Paul Calamic. Donc Pauline, à toi de jouer, on t'écoute et puis n'hésitez pas à participer activement à cette communication. Bonjour à tous, je vous remercie. Je vais donc vous présenter ce grand round autour donc, de l'échinococose alvéolaire autour d'un cas clinique. Donc je vais commencer d'emblée par juste que les diapos marchent. Oui. Par vous présenter le cas de cette patiente âgée de 39 ans qu'on a pris en charge, qui est originaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est cofondatrice dans une start-up dans le domaine plutôt informatique, qui ne présente aucun antécédent, que ce soit au niveau personnel ou familial, qui ne prend pas de traitement en long cours, pas d'intoxication chronique non plus déclarée, et dont l'histoire de la maladie commence par une myomectomie utérine qu'elle a eu sous célioscopie de manière élective et à la suite desquelles elle a présenté des douleurs abdominales fébriles qui ont amené à la réalisation d'un bilan biologique de première intention qui objective un syndrome inflammatoire isolé avec des globules blancs à 17 giga par litre, une CRP à 190 et un bilan hépatique normal. Donc ce bilan a amené à la réalisation d'un scanner abdominopelvien injecté en urgence, dont je vais vous montrer certaines vidéos aux différents temps, donc sans injection, au temps artériel et au temps portal. Donc sur les coupes sans injecter, on voit au niveau hépatique une densité différente au niveau du foie droit, avec des zones spontanément hyper denses au niveau du foie droit, sur tout le secteur postérolatéral. Au temps artériel, on objective l'absence complète de rehaussement de la lésion. Et puis, le temps portal permet de mieux visualiser cette lésion qui est au niveau du secteur postérolatéral et cette lésion ne se rehausse pas non plus au temps tardif. Donc, il s'agit d'une masse hépatique unique qui est au niveau du foie droit, qui est mal délimitée, qui est hypodense avec des hyperdensités spontanées qui sont assez caractéristiques de calcification, qui ne prend pas le contraste après injection. Et sur le scanner, on permettait de voir qu'il n'y avait pas de signe particulier d'hypertension portale, mais une hypertrophie du foie contralatéral. Donc au total, c'est la prise en charge d'une patiente jeune de 39 ans qui a aucun antécédent, qui est en bon état général, chez qui on découvre de manière fortuite une lésion hypodense du secteur postérolatéral avec des calcifications sans prise de contraste. Et sur un foie sous-jacent, a priori sain, en tout cas le bilan biologique, il n'y avait pas d'altération des fonctions de synthèse ou d'épuration, pas de signe d'hypertension portale, pas d'acide, et avec une hypertrophie du foie contralatéral. Donc, ce bilan a été complété par un scalaire, un bilan biologique standard de seconde intention à la recherche d'hépatopathie éventuelle sous-jacente, donc notamment avec les sérologies virales qui étaient toutes négatives, un bilan lipidique et auto-immun qui était normal, un bilan martial qui a montré une carence martiale, mais bon, pas trop étonnante chez une femme jeune, et puis des marqueurs tumoraux qui ont été dosés, notamment l'ACE, le CA19-9 et l'alpha-fétoprotéine qui étaient négatifs.
Donc le bilan a été compliqué par une IRM hépatique et des voies biliaires avec un produit de contraste hépatospécifique, dont là je vais vous montrer la séquence T2 et qui permet de visualiser des hypersignaux sur la périphérie de la lésion. Je repasse les images. Ok. Et donc, pour débuter la réflexion diagnostique par rapport aux images de scanner, ce qu'on peut relever de significatif, c'est l'absence de rehaussement, une lésion qui est mal définie et puis ces calcifications. L'absence de rehaussement et la lésion mal définie, ça permet d'éliminer un certain nombre de diagnostics, notamment la plupart des tumeurs hépatiques bénignes qui ont un rehaussement chacune respectif, spécifique, et puis des tumeurs plus classiques telles que le carcinome hépatocellulaire. Et le principal diagnostic à notre sens, à éliminer face à une lésion qui est peu rehaussée, mal rehaussée et qui est mal définie, c'est le cholangiocarcinome, notamment intrahépatique dans cette situation. Pour ce qui est des calcifications, on peut évoquer plusieurs diagnostics face à la découverte de calcifications sur des images scanographiques. D'une part, les lésions kystiques hépatiques, mais qui sont non infectieuses, avec classiquement le cystadénome, où on peut observer des calcifications murales ou septales dans 8 à 25% des cas. Certaines tumeurs solides, donc le carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire, qui est une entité un peu particulière. Classiquement, c'est le cas d'un CHC volumineux qui est découvert sur un foie sain, une lésion volumineuse chez un adulte jeune, où on peut retrouver des calcifications dans 40-70% des cas. Il faut aussi penser aux lésions secondaires, notamment des carcinomes mucineux ou d'ostéosarcome. Et puis finalement, les infections parasitaires, donc ici l'échinococcose alvéolaire qui nous intéresse, où les calcifications peuvent être retrouvées à tous les stades, et à la différence de l'échinokystique, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais où on peut également retrouver des calcifications. Donc pour cette patiente, la confirmation diagnostique a été apportée par la sérologie, où bon, là, je vous ai mis une copie de sa sérologie, c'est un peu complexe, on y reviendra plus tard, mais ça confirme une sérologie positive à l'échinococcose. Et puis, cette patiente a bénéficié d'une biopsie de la lésion, pas de biopsie du foie non lésionnel qui était a priori sain, sans signe d'hépatopathie, que ce soit scanographique ou biologique. Et la biopsie a confirmé des territoires de nécrose avec des éléments parasitaires en faveur d'une échinococcose alvéolaire. Après cette confirmation diagnostique, en reprenant l'amnèse, donc c'est une patiente qui est originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui a réalisé de nombreuses randonnées, notamment au cours de l'enfance, avec des cueillettes de baies sauvages, et qui réalise également quand même plusieurs voyages, notamment en Asie. Elle n'est pas propriétaire de chiens ou de chats, et elle rapporte uniquement à l'interrogatoire des douleurs en hypocondre droit intermittentes antérieures à sa chirurgie utérine, sans altération de l'état général et sans syndrome infectieux particulier avant sa chirurgie. Voilà, donc je vous laisse la parole si vous avez quelques commentaires par rapport à cette première partie diagnostique. Merci Jean-Yves, Pauline. un mot à dire? Tu as déjà dit beaucoup de choses. Peut-être, on peut peut-être repartir sur le scanner si tu veux bien. Oui. Moi, ce que je note, c'est que dans le tableau, on a une femme jeune qui a vraiment une grosse lésion. Effectivement, la première chose, on pense à une tumeur, mais qui a une grosse lésion sans altération de l'état général. Et donc, probablement quelque chose qui évolue depuis très très longtemps, c'est quelque chose qui évolue à marche lente, et on peut imaginer qu'elle a été contaminée il y a de nombreuses années et que ça évolue trop lentement. Il n'y a pas de terrain d'immunosuppression, donc il peut y avoir des formes qui progressent très vite chez les patients immunodéprimés, mais dans 80% des cas, ça évolue très 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 lentement, voire même il y a des cas où il y a des lésions un peu abortives. Ce qui attire l'attention sur le scanner, premièrement, donc le scanner sans injection, c'est des calcifications. Et ça, on peut, dans l'échinococose alvéolaire, on peut en trouver, puisque ce sont des lésions un petit peu cicatricielles sur la destruction qui a lieu. Donc, on ne peut rien dire de plus sur le sans injection, mais c'est important de l'avoir pour les calcifications au scanner. Le temps artériel, puisque ce n'est pas d'une tumeur, c'est vraiment des lésions de nécrose.
de destruction du foie qui peut être plus ou moins liquidienne, nature liquidienne ou solide, par rapport à une tumeur et quelle qu'elle soit, il n'y aura pas de prise de contraste. Donc ça, c'est important, ni au temps artériel, ni au temps portal. Donc ça, je pense, c'est l'élément sémiologique qui est très, très important sur le scanner, c'est-à-dire ni au temps artériel, ni au temps portal, on aura de prise de contraste, et c'est normal, puisque quand on connaît la physiopathologie, c'est une zone qui est détruite progressivement. Donc, ce n'est pas une masse tissulaire, il n'y a pas de prise de contraste, donc ça va bien. Et alors, effectivement, il y a une IRM qui a été faite, personnellement, je l'aurais demandé, puisque c'est quand même tout ce qui est liquidien, finalement, dans le foie est nettement mieux analysé par l'IRM. Tu peux peut-être passer l'IRM, où là, encore sur les séquences avec injection, on va retrouver la même sémiologie qu'au scanner, c'est-à-dire l'absence de prise de contraste. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir les zones solides, les zones liquides, et puis avec l'aspect de nécrose, et puis l'aspect, justement, les petites lésions kystiques qu'on voit en T2, là, un hypersignal T2. C'est pour ça qu'on dit l'échinococose alvéolaire, c'est les petites alvéoles finalement. Et on voit en périphérie de la lésion, en périphérie, toute une zone probablement active où il y a ces petites images kystiques de petite taille qui correspondent à la zone active. Et tu as d'autres coupes. On voyait à un moment une flaque un peu. Voilà, en T2, vas-y. Et après, le reste des lésions, il peut y avoir des grosses flaques de nécrose liquidienne ou une partie solide qui est une zone de destruction. Alors, il y a une classification qui existe. Je ne sais pas s'il y a un intérêt majeur, mais l'intérêt quand on voit la classification, c'est de voir les différents types de lésions. Il peut y avoir soit que des lésions kystiques alvéolaires, soit carrément qu'une zone liquidienne, soit une zone mixte solide liquidienne et l'association de lésions un petit peu kystiques alvéolaires. Donc là, je pense que sur le scanner et sur l'IRM, on peut éliminer une forme tumorale et effectivement le premier diagnostic différentiel, notamment dans les formes un peu rétractiles sur la capsule et sans trop de prise de contraste, c'est le cholangiocarcinome. Donc je pense que là, le diagnostic, il est sémiologique, il est typique. Bien entendu, la sérologie va aider. Et j'ai vu dans le dossier qu'une biopsie a été faite. Et là, j'avoue que personnellement, je n'aurais pas fait de biopsie. Je pense que, premièrement, la sémiologie radiologique associée à la confirmation par la sérologie permet de poser le diagnostic. Et on peut imaginer que si on fait une biopsie, on va trouver de la nécrose finalement. On va trouver un truc un peu marronasse. Mais ce n'est pas du pu chocolat comme un abcès amébien, mais c'est de la nécrose du parenchyme hépatique et des structures vasculobiliaires. Et c'est un peu purulent, un peu marron, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on a un risque d'effraction. Et donc, je pense que la biopsie n'a pas d'intérêt diagnostique, voire même, elle doit être, c'est pas contre-indiqué, mais elle ne doit pas être réalisée, sauf discussion spécifique, vraiment doute diagnostic, compression par une masse liquidienne, mais le diagnostic est fait. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de place pour la biopsie, sauf exception. Il y a toujours des exceptions en médecine, mais il y a un risque de faire une biopsie. Et il vaut mieux demander un avis avant de se dire on fait une biopsie. Voilà. Donc, je n'aurais pas fait de biopsie, j'aurais fait l'IRM. Et avec l'IRM, le scanner, l'IRM, la sérologie, j'aurais posé le diagnostic positif d'échinococose alvéolaire. Rechercher, comme tu l'as dit, loin, plusieurs années avant est-ce qu'elle était en zone d'endémie, parce que ce n'est pas parce qu'elle a vécu 20 ans en zone non endémique qu'elle n'a pas eu une endémie très ancienne, puisque la lésion est grosse, elle n'est pas immunodéprimée, elle a dû mettre des années, c'est un marche lente, elle a dû mettre des années à arriver. Et donc, à l'interrogatoire, on recherche une zone d'endémie qui paraît compatible comme ça a été fait. Voilà. Après, la question qui va se poser, je ne sais pas si on l'évoque maintenant ou pas, c'est quel bilan on fait? Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou voilà? J'y reviens un peu plus tard après, Voilà, après parce que quelques diapos. c'est des lésions qui sont, c'est un peu comme un cancer à marche lente, ça évolue lentement, et puis c'est des lésions qui peuvent être métastatiques, et donc il y a tout un bilan à faire. Il y a une classification internationale qui est la classification PNM, c'est-à-dire un peu l'équivalent de la TNM en cancéro. C'est assez symbolique pour montrer que ça peut métastaser. Donc P, c'est pour parasite, c'est l'envahissement dans le foie, avec plusieurs stades en fonction de l'atteinte uni, bilobère, l'atteinte des sucs hépatiques, l'atteinte des pédicules. Donc là, on est plutôt 1 ou 2. Ensuite, il y a N, c'est pas les ganglions, c'est pas NOTS, mais c'est neighbor, c'est-à-dire les organes de voisinage. C'est-à-dire qu'on peut avoir un envahissement par contiguïté. Alors,
Là, j'ai pas trop eu le temps de regarder, mais ce qu'il faut regarder, là, c'est l'atteinte de la paroi au contact, paroi abdominale. Quand c'est au dôme, l'atteinte du diaphragme et de la veine cave. Et quand c'est postérieur, l'atteinte notamment de la surrénale. Donc là, on voit la lésion qui, certes, est dans le secteur postérieur, mais si tu nous montres, elle doit déborder un peu quand même, un petit peu en antérieur. On ne voit pas d'atteinte de la paroi évidente. Au niveau du dôme, peut-être tu peux nous montrer le dôme. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une atteinte du diaphragme? Il faudrait des coupes coronales peut-être pour mieux le voir, mais en tout cas, il faut se dire, attention, il peut y avoir une atteinte du diaphragme par contiguïté. Et puis en arrière, bien regarder enfin, en fait, toutes les structures au contact, que ce soit la veine cave, la surrénale, voire le rein, etc. Donc il y a vraiment une extension extra-hépatique loco-régionale qui peut se faire, d'où la classification du N pour Neighbor. Et puis après M, c'est les métastases. Donc elles peuvent être partout finalement, ces métastases, il faut les chercher partout. Donc poumon essentiellement, cérébral, os, et puis il peut y en avoir dans le péricarde, enfin il peut y en avoir vraiment partout. Du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? Le PET scan, la spécificité, comment on le fait? Je l'évoque tout de suite peut-être. Le bilan d'extension, c'est au niveau cérébral, c'est scanner. Et puis, de toute façon, il y aura systématiquement de fait un PET scan. Alors, ce PET scan, il est particulier. Il faut faire une demande spécifique. Ce PET scan, il ne va pas chercher une tumeur, il ne va pas chercher une hyperactivité métabolique de la tumeur, parce qu'il n'y a pas de tumeur. Et les lésions, ça va être de la nécrose, donc elles ne fixent pas. Le PET scan, il faut demander des séquences un peu spécifiques, des séquences tardives à 3 heures, qui vont permettre de voir l'activité inflammatoire finalement, le granulome inflammatoire, la réaction inflammatoire entre le parasite et l'hôte, c'est-à-dire la ligne d'activité du parasite, de destruction. Et finalement, ça fait comme une sorte de couronne autour du centre nécrotique, et ça signe la réaction inflammatoire de l'hôte qui est agressé par le parasite. Donc on fait une demande systématique de PET scan, mais on fait une demande spécifique, on demande des séquences tardives à la recherche spécifiquement de cette atteinte inflammatoire qui signe la réaction, donc le granulome inflammatoire. Et puis, bien sûr, un scanner cérébral, enfin une imagerie cérébrale, puisque le PET scan ne sera pas précis. Je pense que Pauline, tu vas en parler après. J'imagine que ouais. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Avant toi, en fait, là, donc, et moi, je voulais juste te poser, est-ce que, enfin, là, pour le diagnostic, finalement, si tu as l'imagerie et une sérologie, je reviens à ce que disait Jean-Yves, enfin, pourquoi il y a eu une biopsie? Est-ce que vous avez une raison particulière de la faire? Est-ce que vous avez eu un doute? Ou est-ce que finalement, la prise en charge, un petit peu, enfin, on a ouvert toutes les vannes et que la sérologie est arrivée après la biopsie? En fait, la prise en charge de la patiente, elle a été commencée dans un autre centre et finalement, elle est arrivée en RCP à Besançon une fois la biopsie faite. Mais effectivement, on est bien d'accord avec le fait qu'on n'aurait pas fait la biopsie, puisque l'imagerie, alors c'est pas l'imagerie des plus classiques peut-être, mais en tout cas, elle est quand même assez typique, surtout l'IRM, qui est l'imagerie pathognomonique dans l'échinococose et la sérologie. Qu'est-ce que vous faites s'il y a une biopsie? On a eu un cas comme ça d'un patient qui était en Guyane, c'était un gendarme qui était en Guyane et qui a été biopsié, qui a été adressé secondairement et on l'a opéré. Et après, pendant des mois, il avait une douleur sur le site de la biopsie. On a suivi une IRM, c'était inflammatoire, c'était pas super. Puis ça a fini par s'amender progressivement, mais il était sous traitement parasitostatique, sous albendazole. Est-ce que si jamais il y a une biopsie, si vous opérez le patient, est-ce que vous réséquez le site de la biopsie? Est-ce que vous faites qu'est-ce que vous en faites dans votre expérience? C'est pas évident de se dire, on dit il y a un risque de contamination, mais qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, la biopsie, elle doit être limitée et faite vraiment que dans des cas de doute diagnostique et, à notre sens, elle doit être le dossier, il devrait être discuté en RCP avant qu'une éventuelle biopsie soit faite. Il y a un risque de dissémination, c'est pour ça qu'on évite de la faire, même s'il n'y a pas forcément le risque anaphylactique comme l'échinococcus kystique. Et elle doit de toute manière être encadrée par un traitement par albendazole en théorie. Est-ce que dans la salle, il y avait des questions particulières? N'hésitez pas à écrire sur le chat si vous avez des questions. Il y avait Karim Boudjema, je crois, qui avait mis un chat, j'ai vu passer. Je ne sais pas quelle était la question. Et après, peut-être qu'on peut revoir l'imagerie pour la localisation de la nécrose, parce qu'on imagine qu'on va opérer le patient. Tu as beaucoup parlé du secteur postérieur, mais…
J'avais une question qui vient d'apparaître fugace, là, mais est-ce que l'échographie a encore une place dans le bilan d'une échinococose, enfin, une suspicion d'échinococose alvéolaire? Elle permet d'orienter, mais elle ne permet pas de faire le diagnostic formel et de toute manière, il faudra aller à l'IRM. En fait, c'est l'IRM qui est l'examen de référence. C'est l'IRM qui est l'examen de référence, oui. Donc, je vais repartir sur le diaporama. Donc, l'échinococose, c'est une zoonose parasitaire rare. C'est une maladie qui évolue à bas bruit et qui est due au lent développement du ténia de l'Echinococcus multilocularis, qui fait partie de la famille des vers plats. Au niveau adulte, c'est un petit ver d'une taille de 1 à 4 mm. Et l'agent pathogène, ça va être les œufs. En fait, le ver est composé de 3 parties. Le scolex, qui est l'équivalent de la tête, le cou et le corps. Et le corps est composé de plusieurs segments, dont le dernier est le segment qui est gravide, qui contient les œufs qui vont être libérés et qui vont pouvoir être infestants. C'est des œufs qui sont très résistants, qui peuvent survivre dans l'environnement plusieurs mois, voire années après émission, et qui sont très résistants. Ils sont résistants à la congélation qui n'a aucun effet, et ils sont résistants jusqu'à 1 minute à 100 degrés et 10 minutes à 60 degrés. La transmission à l'homme, elle se fait uniquement par voie orale, soit par une contamination indirecte en ingérant de manière accidentelle des œufs qui sont présents sur des végétaux souillés par les déjections, soit par une contamination directe de contact avec le pelage d'animaux qui sont infectés. Donc ici, c'est le cycle parasitaire donc, qui fait intervenir un hôte définitif et un hôte intermédiaire. On peut définir un cycle qui serait sauvage, où l'hôte définitif, c'est le renard chez qui le ver adulte réside dans l'intestin et qui va être émis dans les déjections. Et ces œufs vont donc être sur les végétaux contaminants, et ils peuvent être ingérés par les hôtes intermédiaires qui sont des petits rongeurs comme le campagnol, qui va développer la forme larvaire de la maladie, le métacestote, qui va se développer à bas bruit. Et ensuite, le cycle est fermé par le renard qui peut ingérer, un organe contaminé de l'hôte intermédiaire. Et à côté de ça, eh ben, il y a on peut définir un cycle qui est plutôt domestique, puisque maintenant, eh ben, en fait, l'hôte définitif est très souvent le chien, voire même le chat. Et dans ce cycle parasitaire, l'homme, il peut prendre la place de l'hôte intermédiaire, il remplace l'hôte intermédiaire, et c'est une impasse parasitaire. Donc, concernant les facteurs de risque, eh ben, c'est une parasitose qui sévit que dans l'hémisphère nord, avec le bassin le plus important qui est en Chine, mais également en Russie et en Amérique du Nord, et puis en Europe continentale. Donc, les facteurs de risque, c'est l'exposition sauvage qui est classiquement rapportée, notamment chez les patients, chez les personnes qui travaillent dans un milieu agricole, qui se baladent en forêt, qui ramassent des baies sauvages, qui sont chasseurs, etc. Mais il faut aussi savoir qu'en tête de liste des facteurs de risque, eh ben, c'est une exposition domestique chez des personnes qui sont propriétaires de chiens et de chats, notamment des chiens qui vont consommer des petits mammifères et qui vont se balader sans surveillance. Et puis les propriétaires de potagers qui sont pas protégés. Également, le facteur de risque, c'est l'immunodépression, parce qu'on voit que depuis quelques années, eh ben, l'incidence de l'échinococose augmente chez les patients qui sont immunodéprimés, que ce soit pour des pathologies cancéreuses, des pathologies inflammatoires chroniques. Et on note maintenant à peu près 30% des cas qui sont diagnostiqués chez des personnes immunodéprimées. Donc ça, c'est les données du registre France Échino, donc qui est géré par le Centre national de l'échinococose alvéolaire, donc qui est à Besançon. C'est les données 2023, et on voit qu'il y a une augmentation du nombre incidents annuels d'échinococose diagnostiqués. Donc si on prend une période de 10 ans, dans la période de 2004-2013, il y avait environ 27 cas par an en France, et dans la période suivante de 10 ans, de 2014 à 2023, on a 43 cas rapportés par an en France.
La zone d'épidémiologie historique de l'échinococcose alvéolaire, c'est la Franche-Comté, la Lorraine, mais également le Rhône-Alpes et dans une moindre mesure le Massif central. Donc on voit une carte ici de la répartition des cas déclarés dans les années 82 à 98. Et puis depuis une vingtaine d'années, on remarque une modification de la répartition des cas d'échinococcose alvéolaire avec une progression vers l'ouest, le sud de la France, et puis des cas qui apparaissent également en zone urbaine. Et donc en 2023, il y a 37% des cas diagnostiqués qui ont été diagnostiqués hors zone d'endémie historique, donc en dehors de la zone Grand Est. Donc ces schémas pour bien schématiser le fait que la proportion de cas diagnostiqués hors zone d'endémie, donc qui est les quartiers orange augmentent au fur et à mesure, avec sur la dernière période de 2019-2023, 27% des cas. Et si on fait un focus sur cette période-là, eh ben, on peut voir qu'il y a une incidence en augmentation, donc dans la zone d'endémie en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis dans la zone hors zone d'endémie, dans le nord de la France. Concernant l'évolution naturelle, eh ben, comme vous l'avez dit, c'est une évolution à bas bruit. Pauline, juste une petite question. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi il y a ce changement épidémiologique? Est-ce qu'il y a déjà eu un peu des hypothèses qui ont été émises pour savoir pourquoi ça migre vers l'ouest ou le sud de la France, en passant par le centre de la France? Est-ce qu'il y a des hypothèses particulières? Alors, probablement le fait que les chiens soient l'hôte définitif, ça en fait partie, et puis les renards aussi sont plus contaminés et ont tendance à s'approcher des zones urbaines. D'accord. Je te laisse continuer. Pardon. Donc, concernant la partie diagnostic, donc, on se rend compte au fil du temps, initialement, c'était une maladie qui était dans les années 80 découverte la plupart du temps à un stade symptomatique dans 80% des cas. Et puis, dans la moitié des cas, c'était sur un ictère qui est déjà un signe de gravité de la maladie. Et on voit bien sur ce graphique qu'au cours du temps, le diagnostic se fait de moins en moins à l'état symptomatique, mais de plus en plus à l'état asymptomatique. Donc les symptômes, ils sont relativement peu spécifiques quand ils sont là. C'est une douleur abdominale, une hépatomégalie ou l'ictère sur une atteinte déjà bien évoluée. Et donc, comme la localisation n'est pas seulement au niveau hépatique, il peut aussi y avoir des symptômes extra-abdominaux qui peuvent amener au diagnostic. Donc, effectivement, on peut assimiler l'échinococcose alvéolaire à un pseudo-cancer à marche lente. Donc, les œufs qui vont être ingérés, il va y avoir une libération d'embryons qu'on appelle les oncosphères qui vont s'accrocher à la paroi intestinale, la traverser et puis ensuite circuler par voie portale ou lymphatique pour atteindre les organes cibles. Donc, principalement un tropisme hépatique, mais il peut y avoir une atteinte à distance. Et ensuite, le métacéstode, qui est la forme larvaire, elle va se développer chez l'hôte intermédiaire par un bourgeonnement successif vers l'extérieur. Et on a cette forme classique microkystique, avec ce qui est très important pour le diagnostic et pour le suivi de l'activité parasitaire. Ensuite, une réaction périlésionnelle granulomateuse intense, et cette réaction, elle est due à la réponse immunitaire de l'autre contre le parasite. Donc finalement, ça fait un aspect multiloculaire avec nombreuses petites vésicules de moins de 1 cm qui correspondent aux kystes agrégés. Donc, concernant l'atteinte hépatique, eh ben, on peut avoir des lésions plutôt périphériques, principalement au niveau du foie droit, avec volontiers une atteinte diaphragmatique ou de la surrénale droite. Il peut y avoir des lésions qui vont se localiser plutôt vers les veines hépatiques et être responsables d'authentiques syndromes de Budd-Chiari du fait de l'évolution très lente et de la découverte tardive de l'échinococcose, et des lésions qui peuvent, la plupart du temps, secondairement, entraîner une atteinte hilaire par compression ou invasion des éléments d'huile hépatique et être responsable notamment d'ictère ou d'engainement artériel.
Concernant les atteintes extra-hépatiques, comme l'évolution néoplasique, on peut avoir un envahissement loco-régional de voisinage, donc principalement le diaphragme, la surrénale à droite, les atteintes pulmonaires, et puis au niveau de la cavité péritonéale. Et il peut également y avoir des atteintes à distance, donc de réelles métastases parasitaires, puisque le parasite va circuler ensuite par réfraction des veines hépatiques. Et on peut retrouver au diagnostic 20% de lésions secondaires au niveau pulmonaire et 1% au niveau cérébral. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, le diagnostic positif, ça se fait sur une somme d'arguments que ce soit donc pour ces recommandations qui datent de 2010 et qui sont des recommandations de l'OMS, on peut distinguer 3 cas, le cas possible, probable et confirmé. Chez tous, finalement, on voit qu'il y a une notion de clinique et de zone d'endémie. Finalement, ça, on voit que ça s'efface parce qu'il y a beaucoup de diagnostics à l'état asymptomatique et de plus en plus de diagnostics hors zone d'endémie historique, ce qui fait qu'il faut y penser même si on est en dehors du Grand Est. Et puis donc le cas possible, on a l'imagerie qui est compatible ou la sérologie positive. Le cas probable qui est la plupart des cas finalement, l'imagerie compatible et la sérologie positive. Et finalement le cas confirmé, effectivement ce qui confirme en théorie le diagnostic, c'est la biopsie avec l'analyse histologique ou la biologie moléculaire qui est faite au CNR à Besançon. Mais finalement, on y vient rarement et la plupart du temps, on retient le diagnostic sur une imagerie et une sérologie. Le diagnostic sérologique... Je peux te poser une question, Pauline, oui. Sur la sérologie. Nous, tous les cas qu'on a vus, ils avaient toujours une sérologie positive. Est-ce qu'il y a des cas où la sérologie peut être négative? Notamment les malades qui ont guéri tout seuls, les formes abortives, ou est-ce que vous avez déjà, vous, dans votre expérience, des cas de sérologie négative? Les formes abortives, quand même, la plupart du temps, on retrouve quand même une sérologie positive ou une trace sérologique. Après, il y a plusieurs éléments dans la sérologie là, que je vais détailler. Et parfois, le test de première intention est négatif et le test de seconde intention peut se révéler positif. Parce que par rapport au kyste hydatique, où on peut avoir plus fréquemment une sérologie négative, je trouve, j'ai l'impression que dans l'échinococose alvéolaire, elle est quasiment toujours positive. On est assez d'accord avec cet élément. Donc oui, pour le diagnostic sérologique, les tests de première intention, c'est des tests qui sont particulièrement sensibles. Donc les tests ELISA qui vont cibler les IgG anti-Echinococcus multilocularis, donc qui sont réalisés devant toute suspicion d'échinococose alvéolaire, en ciblant particulièrement 2 antigènes spécifiques d'Echinococcus multilocularis, le M2 et l'antigène recombinant EM18. Et puis ensuite, il y a les tests en quelque sorte de confirmation qui sont moins sensibles mais plus spécifiques, le Western blot, qui lui est une détection qualitative des antigènes qui vont être dirigés, des IgG qui vont être dirigés contre les antigènes spécifiques d'Echinococcus granulosus ou multilocularis. Et puis, par l'identification des différentes bandes de poids moléculaires différents, ils vont permettre de différencier la kystique de l'alvéolaire sur le plan immunologique. Donc, classiquement, la bande de 17, c'est un peu à titre énigmatique, mais c'est l'Echinococcus granulosus. Et 16 et 18, plutôt multilocularis, même si il y a des exceptions, ce n'est pas parfait, puisque 5% des patients qui sont atteints d'échinococose alvéolaire ont un profil Western blot avec une bande 17, ce qui était le cas de la patiente qu'on discute aujourd'hui. Donc, concernant les données radiologiques, pour revenir sur les éléments qui sont à mémoriser, donc c'est des masses qui sont infiltrantes avec une limite qui n'est pas nette entre la lésion parasitaire et le parenchyme qui est sain. Avec l'absence de prise de contraste, on peut avoir un petit rehaussement au temps tardif de la fibrose périphérique, donc c'est cette zone de réponse immunitaire de l'hôte contre le parasite. Et puis au scanner, ce qui est très important, c'est les calcifications. Et là, c'est sur cette image d'un autre cas, c'est vraiment caractéristique de l'échinococose alvéolaire avec cette lésion kystique centrale là qui correspond à de la nécrose parasitaire. Donc là, je vous remonte une vidéo de ce cas où effectivement il y a cette grosse lésion qui est venue se poser finalement sur le hile hépatique et qui est responsable d'une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, que ce soit du foie droit ou du foie gauche, et qui mime
un cholangiocarcinome, dont c'est le principal diagnostic différentiel. Et ici, la prise en charge va débuter par un drainage biliaire là, qui a été effectué par voie radiologique au niveau du probable futur foie contralatéral à gauche. Ce qui est aussi très important à noter, c'est que c'est une évolution vraiment à très bas bruit et que on a des adaptations hépatiques qui se mettent en place, qui se voient absolument pas dans d'autres pathologies, des mécanismes de compensation. Donc il y a effectivement l'hypertrophie compensatrice du foie contralatéral, mais il y a également des voies de dérivation veineuse intrahépatique qui peuvent se développer. Là, je vous montre une vidéo d'une autre patiente, le scanner. Et vous allez voir, je vais ralentir. Donc ça, c'était une volumineuse lésion du foie droit avec la nécrose centrale. Et on voit qu'il y a des chintes veineux sus-hépatiques qui se développent de la droite vers la gauche, avec notamment une grosse veine au niveau du pont entre le segment 4 et le lobe gauche. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qui se rencontre pas tellement dans d'autres pathologies qui vont être plus bruyantes rapidement. Donc, concernant l'IRM, eh ben, c'est l'élément pathognomonique, notamment la séquence T2, qui va permettre de montrer ces multiples kystes qui vont être en hypersignal T2. Donc, c'est une lésion, encore une fois, hypovasculaire hétérogène qui est infiltrante, mal délimitée. Et ce qui va pouvoir être visible en hypo-T2, c'est ce granulome périphérique, encore une fois, de réponse immunitaire contre la lésion parasitaire. Donc ça, c'est vraiment pathognomonique de l'échinococcose alvéolaire. Et on aime beaucoup cette image de rayon de miel, grosso modo, où on voit ces images multikystiques et puis aussi cette invasion le long des branches, comme l'invasion dans le foie le long des pédicules glissoniens, avec des lésions qui peuvent être très infiltrantes et des coulées parasitaires qui peuvent être sous-estimées par les imageries. Donc effectivement, à l'IRM hépatique, il y a une classification qui a été décrite en 2003, c'est la classification Kodoma, où les types les plus fréquents, c'est le type 2 ou le type 3, où il y a des lésions mixtes liquidiennes et solides. Donc liquidienne, ça correspond à la nécrose parasitaire, donc ça correspond à des lésions actives. Et plus rarement, on peut avoir le type 4 ou 5 qui sont des lésions uniquement liquidiennes ou solides et qui sont plutôt inactives. En réalisant l'IRM hépatique, c'est aussi important de réaliser les imageries de cholangio-IRM qui vont permettre de détecter l'envahissement et la compression de l'arbre biliaire, notamment sur les lésions centrales, comme c'est le cas pour ce dossier. Voilà, je vous laisse la parole si vous avez d'autres commentaires sur cette partie. Jean-Yves, tu avais d'autres éléments à ajouter? Ouais. Juste sur l'imagerie que tu évoquais là sur le cas clinique avec la teinte d'huile, il y avait aussi une rétraction capsulaire qui peut évoquer. Il y avait une image, je crois que c'était avant. On voyait sur un scanner, on voyait une rétraction capsulaire. C'était un cliché que tu faisais des défilés. Et pour le diagnostic différentiel du cholangiocarcinome. Indécent, je ne sais plus, je crois que c'était par là. Là, on voit là, on voit la capsule rétractée. Et voilà, donc c'est vraiment typique de se dire c'est le diagnostic différentiel du cholangiocarcinome. Et je pense que tu l'as bien dit, il faut absolument faire une IRM parce que de toute façon, pour caractériser les lésions liquidiennes, pardon, quelles que soient les lésions, tumorales ou non, tout ce qui est liquidien, l'IRM est nettement meilleur que le scanner, ça c'est clair. Il y a une question qui vient d'apparaître. Y a-t-il une obligation de signalement du diagnostic au niveau national? Alors, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, mais oui, les cas sont vivement invités à être signalés au CNR. J'y reviendrai après. Je vous ai mis une diapositive pour la méthode de signalement, mais oui, c'est notamment pour la surveillance épidémiologique très important de les signaler. Merci.
Voilà, donc le dossier, je reviens à notre cas clinique, le dossier a été présenté en RCP multidisciplinaire ici, qui est une RCP qui a lieu de manière hebdomadaire et qui est dirigée, on va dire, par le professeur Solange Bresson. Je vous remettrai plus tard, mais l'inscription peut se faire de manière assez simple maintenant sur un site qui a été actualisé. Et comme toute pathologie oncologique, il est intéressant que les prises en charge soient discutées de manière pluridisciplinaire. Et donc, il a été proposé de faire un bilan d'extension donc par l'imagerie thoracique, l'imagerie cérébrale et le TEP scanner. Voilà, donc c'est le bilan d'extension vraiment qui doit être systématique. Il ne faut pas oublier l'imagerie cérébrale qui doit être faite et puis le scanner abdominopelvien, notamment pour les lésions spléniques qui sont quand même assez fréquentes. Et au niveau thoracique, on peut avoir de réelles images de lâcher de ballon. Le TEP scanner, c'est plutôt pour l'évaluation de l'activité parasitaire parce que, on s'est rendu compte que les cellules parasitaires dans les vésicules, elles vont pas capter, mais par contre, il y a une forte absorption du FDG par les cellules immunitaires, donc il va y avoir une fixation au niveau périlésionnel sur la réaction granulomateuse de l'hôte contre la lésion parasitaire. Et effectivement, c'est important d'avoir un retard d'acquisition de 3 heures, contrairement à l'heure habituelle qui est réalisée sur le TPFDG pour éviter les faux négatifs. L'autre élément, pardon. Justement, il y a une question qui vient de poser, et justement, ça pourrait être est-ce que le TPFDG permettrait de mettre en évidence des adénopathies qui seraient en rapport avec l'échinococose alvéolaire? Parce qu'en fait, il y a un des participants qui dit que l'échinococose alvéolaire développe aussi parfois des adénopathies périhilaires, voire péripancréatiques, voire parfois calcifiées. Est-ce que le PET scanner peut être un moyen aussi de faire le bilan d'extension extra-hépatique avec la méthode dont tu parles? Alors, je pense que c'est plutôt vraiment pour faire déterminer l'activité parasitaire et faire le suivi notamment sous traitement médical pour voir l'activité de la lésion. Je ne pense pas que toutes les ganglions fixent particulièrement, puisque la fixation, elle est liée à la réponse immunitaire périlésionnelle. Mais à partir du moment où il y a, entre guillemets, des métastases parasitaire, ça veut dire qu'il y a une activité parasitaire, donc une réponse immunitaire. Enfin, dire que non. Quand il y a des adénopathies ou des localisations pulmonaires, c'est bien parce qu'il y a du parasite qui a migré, non? Je me permets d'intervenir. Pour le bilan d'extension, c'est un bilan d'extension de cholangiocarcinome, hein, quand même. Et donc, c'est la morphologie IRM scanner qui est prédominante. Les adénopathies, c'est rarement hyperfixant et on a rarement des très grosses adénopathies métastatiques. C'est plutôt des petites adénopathies qu'on enlève éventuellement lors d'un curage. Mais on a rarement une adénopathie macro qui fixe au PET scanner, mais il n'y a pas de raison que ça ne fixe pas. Mais c'est franchement que l'activité parasitaire qui est estimée par le PET scanner. Et juste une autre chose, là, il y a Karim qui évoque un élément important. Tu parlais d'un RCP. Est-ce que c'est une RCP nationale ou est-ce que finalement c'est une RCP, c'est votre RCP et chaque centre peut avoir une RCP où on peut discuter des problèmes parasitaires de ce type-là? C'est à l'état actuel une RCP nationale, hein. Chaque centre peut inscrire ses dossiers. C'est une RCP qui se fait en visio. Il y a même des dossiers qui sont discutés parfois de l'étranger. C'est une RCP nationale, oui. C'est important, on va dire, parce que voilà, dire que vous avez un centre expert et pour que la façon dont est pris en charge le patient ou la patiente, ce soit vraiment toujours de la même façon, avec le même bilan, le même traitement, les mêmes possibilités de traitement. Donc voilà, donc c'est bien important de bien entendre qu'il y a cette RCP nationale, il y a un doute, on peut discuter du dossier à votre RCP en sachant que c'est assez facile de pouvoir inscrire un patient. Juste un petit commentaire, c'est possible par rapport effectivement au PET scan, ce que vous venez de dire. C'est que j'ai l'impression on fait les PET scans, il y a un bilan d'extension par imagerie en coupe et PET scan. Et puis ce que je vois, c'est que maintenant, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur le monitoring du traitement par albendazole.
Et dans le monitoring du traitement par albendazole, son efficacité, je vois que souvent, il y a souvent des PET scans qui sont refaits pour justement essayer de voir quelle est l'activité antiparasitaire, même si c'est paristostatique. Mais en fait, une fois qu'on a un PET scan de départ, quand on nous adresse les malades en chirurgie, on n'a pas besoin d'autres. Et souvent, il est refait pour voir est-ce que le traitement, quelle est l'efficacité du traitement. Ouais, effectivement, le suivi, il est fait par le TEP scanner pour l'activité et par le deuxième élément de cette diapo, qui est le test ELISA EM18, qui est l'autre élément de suivi de l'activité parasitaire. Sous traitement par albendazole. Donc pour venir au cas clinique, je vous ai mis 2 images du TEP scanner de la patiente avec une hyperfixation périlésionnelle classique et puis l'antigène recombinant EM18 qui était positif avec un cutoff à 1. Donc il s'agissait d'une lésion active et le bilan d'extension chez cette jeune dame qui avait été complet était négatif. Donc effectivement, tout comme le cancer, il y a une classification PNM qui permet de classer la lésion. Donc P pour le parasite, N pour l'atteinte des organes de voisinage et puis M pour les métastases à distance. Sans revenir dans le détail parce que finalement, elle est assez peu utilisée, elle n'a pas tellement d'impact en pratique clinique. Les lésions P1, c'est les lésions qui sont périphériques. Les P2, P3 centrales avec une atteinte unie ou bilatérale, et puis les P4, les lésions avec une atteinte des vaisseaux, notamment de la veine cave inférieure. Donc chez cette patiente, là, je vous ai mis une coupe frontale. À l'imagerie, on avait quand même une forte suspicion d'atteinte diaphragmatique et puis un contact avec la veine cave inférieure et la veine hépatique droite. Elle n'avait pas d'envahissement du îlot hépatique et aucune lésion à distance. Donc c'était une lésion qui était classée P4N1. M0. Donc la patiente a été à nouveau présentée en RCP où il a été vivement conseillé de déclarer la patiente au registre français Kino, de débuter le traitement par albendazole et de réaliser un scanner de réévaluation après 6 mois d'imprégnation de traitement par albendazole. Donc effectivement, il y a une procédure de signalement en cas de forte suspicion de diagnostic d'échinococose alvéolaire qui est relativement simple via le site du CNR et qui permet de recueillir l'ensemble des diagnostics d'échinococose alvéolaire et de faire un suivi épidémiologique. Donc, il faut bien sûr recueillir le consentement du patient au préalable et puis ça nécessite de réaliser le recueil de données et ça permet de faire la surveillance nationale de l'échinococose alvéolaire. Donc l'albendazole qu'on peut appeler néoadjuvant, il est recommandé de le mettre en place 6 mois minimum avant tout traitement chirurgical si celui-ci est envisagé. Effectivement, c'est un traitement qui est parasitostatique et qui a pour objectif le contrôle parasitaire. Donc il y a plusieurs moyens de monitorage notamment de l'observance. Donc, c'est par le dosage de l'albendazole sulfoxide qui se fait ici au CNR. C'est le dosage du pic à H+4 et qui doit être fait 15 jours, 3 semaines après l'initiation du traitement, puis de manière régulière, tous les 2 à 3 mois. Il permet également, on va également évaluer l'efficacité, comme on a dit, par le TPFDG et la sérologie avec le test ELISA EM18. Il faut être très vigilant sur ce traitement par albendazole qui peut avoir des effets indésirables, on va dire, notamment les hépatites et les cytopanies qui peuvent atteindre les trois lignées. Donc, il faut à l'initiation faire un bilan hépatique et une formule sanguine de manière régulière, toutes les semaines, puis tous les mois, puis un peu plus espacé. Et un autre élément qui est important et qui est à savoir, c'est que c'est un traitement qui est embryotoxique et tératogène, surtout au premier trimestre de la grossesse. Donc, chez les femmes jeunes en âge de procréer comme cette patiente, c'est important de l'initier après un test de grossesse négatif et sous contraception. Et les patientes qui vont être amenées à être traitées au long cours par albendazole, on peut même proposer la congélation d'ovocytes. Je peux te poser une question? Oui. Sur, là, la stratégie que tu nous as montrée, c'est la stratégie standard qui convient à plus de 90% des malades, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on les met sous traitement, on vérifie qu'il n'y ait pas de toxicité, on vérifie l'efficacité, on a le temps, ça évolue très lentement.
Et si on a décidé après un traitement plus radical chirurgical, tout se prépare, etc. Mais dans les cas où on a un malade qui est immunodéprimé, avec un risque d'évolution plus rapide, et si on a un traitement par albendazole qui est moins efficace ou qui peut être toxique, qui peut être moins pris, est-ce que est-ce que vous changez la surveillance, est-ce que vous arrive d'être décourté la longueur de traitement, cette durée de traitement? Alors, le traitement par albendazole, s'il y a une mauvaise tolérance, il peut être arrêté et repris à de moindre posologie, on va dire. Après, oui, c'est sûr que c'est un traitement qui est quand même pas très bien toléré par tous les patients et il faut faire au mieux. L'idéal, c'est 6 mois. Chez cette patiente, on a même attendu 1 an. Mais bon, si le traitement est mal toléré et qu'il faut aller à la chirurgie à 4 mois, je pense que c'est quand même licite d'aller à la chirurgie, même s'il n'y a pas eu les 6 mois idéaux. Et Pauline, dans la même veine, parce qu'il y a une question là, d'Olivier Détry qui pose la question de savoir si est-ce que vraiment 6 mois, c'est le temps qui est standard ou si c'est une lésion qui est résécable. Là, on peut peut-être avoir un doute sur la résécabilité initiale. Enfin, en tout cas, elle va être un peu complexe. Enfin, on va voir un petit peu après. Mais si c'est résécable, c'est que ce n'est pas borderline. Est-ce qu'on est obligé d'attendre 6 mois ou est-ce qu'on peut écourter le traitement? Et donc là, il pensait que les recommandations étaient de 8 semaines avant une lésion qui était résécable sans atteinte d'organes de voisinage. Un P2, P3 par exemple ou un P1. Enfin, Non, c'est ce qui est recommandé vraiment, même si c'est pour les lésions qui sont résécables d'emblée, c'est d'avoir ce traitement néoadjuvant, on va dire complet de 6 mois. D'accord, ok, très bien. Donc la patiente avait une imagerie stable après 6 mois et 1 an de traitement. Donc concernant les stratégies chirurgicales en elles-mêmes, on peut se poser la question de quels sont les impératifs chirurgicaux. Historiquement, on recommande une résection, bien sûr, radicale R0. Ça, c'était une étude japonaise qui date de quelques années et qui avait comparé la survie globale et la survie sans récidive chez des patients qui étaient réséqués. Donc pour la courbe bleue, en résection R0, pour la courbe verte en résection incomplète et la courbe jaune, c'était carrément les drainages chirurgicaux sans résection. Donc ces schémas sont assez parlants par eux-mêmes. Et donc ce qui est indispensable, c'est de faire la résection radicale. Pour ce qui est des marges, c'est un peu plus discuté. Il y a des études qui montrent que les résultats sont très satisfaisants avec des marges de 1 mm ou plus si la résection est encadrée par un traitement parasitostatique par l'albendazole avec également le traitement adjuvant après la chirurgie. Là, je vous ai mis une petite diapositive qu'une étude d'un docteur junior qui a été faite dans le service, qui est en cours de publication. On a repris les chirurgies qui ont été réalisées dans le service sur une dizaine d'années et on a regardé même des chirurgies qui ont été réalisées avec en quelque sorte un équivalent de R1 programmé. Et finalement, c'était à chaque fois des hépatectomies majeures, voire même avec des résections vasculaires. Et bon, sur un suivi médian de 2 ans, on n'a pas mis en évidence de récidive. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que sur une décennie, on va dire, la philosophie a quand même changé de la prise en charge chirurgicale de ces malades. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un médicament qu'on considérait comme palliatif, parasitostatique, et on était sur une notion de lésion de cancer, équivalent de cancer marche lente. On était très agressif en chirurgie. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans le management et le monitoring du traitement médical par albendazole, et que c'est en fait beaucoup plus efficace qu'on le pense, quand c'est bien monitoré, quand c'est toléré, quand il n'y a pas de toxicité, et que finalement, ça autorise de ne pas se presser dans la majorité des cas, et ça va autoriser, où la question se pose après, le bénéfice de la chirurgie, et que cette chirurgie, on peut peut-être la faire avec, comme ça a été souligné, des marges limitées, même s'il faut une chirurgie R0, même s'il faut une chirurgie monobloc, s'il y a une atteinte d'organes de voisinage. Il n'y a pas de curage systématique ganglionnaire, sauf si on a un doute sur l'imagerie, et que quand même,
Maintenant, lorsque le traitement médical marche bien, on est beaucoup plus à l'aise, on est moins pressé. Où on est embêté, c'est quand le traitement médical n'est pas bien supporté et où là, ça nous pousse plus à la chirurgie. Je trouve que les choses ont changé avec les progrès de la gestion médicale. Tout à Je sais fait. pas ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce qui permet et ce qui donne un peu de confort, c'est le PET scanner qui s'éteint progressivement à la périphérie. Et quand c'est très au contact d'une artère hépatique droite ou d'une artère hépatique propre, bah, ça permet de laisser une toute petite croûte de rien du tout, sachant que l'albendazole a été efficace avant et il le sera encore après. Donc on a, à mon avis, très peu de récidives. Mais tout l'intérêt de se donner beaucoup de temps d'efficacité. Le vrai problème, c'est quand les patients sont intolérants à tous les parasitostatiques, traitement bien mené, là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, pas de curage ganglionnaire systématique recommandé si on voit à l'imagerie préopératoire ou en péropératoire des adénopathies microscopiques, macroscopiques suspectes ou des coulées parasitaires dans le pédicule. Il faut bien évidemment les réséquer, mais sans faire un curage extensif systématique. Pour les prérequis à la résection hépatique, comme toute chirurgie hépatique, il faut évaluer le futur foie restant, que ce soit au niveau volumétrique ou fonctionnel. Volumétrique, on réalise la volumétrie systématiquement parce que la plupart du temps, on est sur des hépatectomies majeures. Mais dans ce cas particulier de l'échinococose, on a quand même rarement besoin de l'embolisation portale, tellement ça se développe à bas bruit et que le foie contralatéral s'est déjà hypertrophié spontanément depuis une dizaine d'années. Et pour ce qui est fonctionnel, eh ben, comme toute chirurgie, le test de clairance, notamment au verre d'indocyanine ou la scintigraphie hépatobiliaire. Et puis à discuter la biopsie de foie non lésionnelle parce qu'on peut avoir de réels cas de cirrhose biliaire secondaire. Donc c'est pas systématique, mais à discuter. Et puis également l'étude précise de l'anatomie. Chez cette patiente, eh bien, on voit sur cette coupe qu'il n'y a pas une anatomie portale standard, il n'y a pas réellement de branche portale droite. Il y a plutôt une sectorielle paramédiane, on va dire, qui naît de la branche portale gauche, donc ce qui a un tout petit peu modifié la stratégie opératoire. Donc cette patiente avait une volumétrie tout à fait satisfaisante pour réaliser l'hépatectomie droite plus ou moins élargie au segment 4 avec un lobe gauche qui représenterait 35% du foie non lésionnel et un foie gauche 70% sur un foie sous-jacent sain. Et une volumétrie qui a été réalisée à 6 mois d'intervalle et qui était parfaitement identique. Je ne sais pas si vous avez encore quelques commentaires à faire. Non, après, je ne sais pas, peut-être qu'on va parler de la discussion technique de ce cas-là, s'il y a une indication. Tu en parles après ou on en parle Oui, maintenant? j'en parle un peu plus tard, oui. Voilà, la particularité de la chirurgie après le traitement médical. Non, Il sinon, bien d'accord. Hein. y a Karine qui pose une question. Pourquoi élargi au segment 4? Dans le cas clinique que tu nous as montré, je crois Dans le cas qu'une clinique. hépatectomie droite est largement suffisante. Tu as parlé d'atteinte du secteur postérieur, mais on voit que ça déborde un peu et je pense que vu l'hypertrophie côté gauche, de faire une hépatectomie droite réglée me paraît adapté. La question, ça va être comment mener à bien cette hépatectomie droite en ce qui concerne le contact ou l'envahissement de la graisse rétropéritonéale vers la surrénale et surtout de la paroi abdominale et du diaphragme. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après. C'est juste la diapositive suivante, en fait, sur le Bon, geste qui a été réalisé on te laisse parler. Parce que, Monsieur Ed. parce que là, la question, c'est, je pense, enfin, pour ce cas-là, si tu, mon avis, c'est, je dirais, peut-être tu peux remettre l'image. Ça serait une hépatectomie droite. On voit les teintes, la coupe coronale, où on voit le diaphragme, la paroi et la suze hépatique droite. Je proposerais volontiers une hépatectomie droite avec un abord antérieur. Et puis, pour vraiment libérer la plaie complètement, pas de curage ganglionnaire systématique, puisque l'imagerie ne retrouvait pas de ganglions malades dans le pédicule, sauf si macroscopiquement on a un doute.
Et puis ensuite, en bas, je pense qu'il n'y a pas d'envahissement de la surrénale, mais on peut emmener la graisse pour ne pas être en contact du foie. Et la question, ça va être le contact avec le diaphragme, en sachant qu'il il faut pas forcer un décollement, que si c'est simplement contact inflammatoire, ça se libère entre guillemets tout seul, il n'y a pas d'adhérence, il ne faut pas réséquer. Sinon, il ne faut pas hésiter à réséquer en monobloc la pastille diaphragmatique qui va être au contact, parce qu'il ne faut pas être airain, même si, comme tu l'as souligné, si on a une très bonne réponse au traitement médical, si on poursuit le traitement médical, les résultats sont probablement très bons. Et si on l'opère, je pense qu'il faut vraiment tout faire pour être R0 parce qu'on a les moyens techniques là pour être R0. Avec la discussion, oui, au niveau du contrôle de la veine cave inférieure aussi chez cette patiente. Donc le geste a commencé bien entendu par une phase d'exploration où on n'a pas retrouvé de lésions au niveau péritonéal. Pour le pédicule hépatique, effectivement, il n'y avait pas de lésions visibles, de ganglions visibles sur le scanner. On a retrouvé 2 ganglions macroscopiquement pas suspects, mais en tout cas qui ont été réséqués de manière on va dire élective sans réaliser un curage extensif. Et puis pour la question du diaphragme, effectivement, la lésion était adhérente au diaphragme, hein, donc on n'a pas essayé de cliver les choses, mais ce serait une résection en monobloc qui a été réalisée. Donc effectivement, une hépatectomie droite par voie antérieure pour terminer par le problème de la veine cave inférieure avec une résection monobloc du patch diaphragmatique, de la surrénale à droite, et puis la lésion était adhérente finalement au bord droit de la veine cave inférieure rétro-hépatique, donc qui a nécessité une exclusion vasculaire totale sans nécessité de CEC, puis un clampage cave sous-hépatique le temps de la reconstruction de la veine cave inférieure. On a également réalisé une résection de la voie biliaire principale sur une coulée parasitaire au contact de la plaque hilaire. Et puis également une plastide veine porne qui était secondaire à l'anatomie particulière de la patiente sans réelle branche portale droite. Et puis donc la reconstruction, la veine cave, on a pour habitude, quand c'est possible, de faire la reconstruction par le patch de ligament falciforme qu'on garde systématiquement pour toute chirurgie. Le diaphragme, il a été reconstruit par une raphie sans prothèse et puis l'intervention terminée par une anastomose hépatico-jejunale sur le canal hépatique gauche qui a, dans ce cas-là, été intubé par un drain de Kerr. Pardon. C'est intéressant l'atteinte que tu expliques là dans le pédicule sur la voie biliaire parce qu'on n'a pas l'impression qu'on l'avait vu sur l'imagerie préopératoire. Est-ce qu'on l'a passé, vous l'avez revu a posteriori ou c'est une découverte pré-op? C'est assez souvent le cas d'avoir une toute petite coulée un peu jaunâtre, un peu granuleuse comme ça qui descend et qui s'infiltre et après coup on l'a vu mais on l'a pas vraiment suspecté en préopératoire. C'est assez étonnant la façon dont ça rentre, ça suit les pédicules glissoniens un peu partout. Merci. Concernant les suites, elles ont quand même été marquées par une petite fistule biliaire de grade B. Juste, excuse-moi, je peux te poser une autre question. Oui. Il y avait la question de la surrénale, parce que je pense qu'il faut être effectivement large de résection de surrénale. Est-ce qu'elle était envahie ou pas, la surrénale, ou est-ce que c'était de principe, en passant dans le rétropéritoine, vous considérez que de principe, pour être à distance, vous l'avez réséqué? Ouais, quand c'est des lésions sur lesquelles on résèque la veine cave, quand même assez souvent, la surrénale part en même temps. Après, c'est pas non plus lieu d'être systématique. Chez cette patiente, elle l'a été. Et finalement, d'ailleurs, dans l'analyse histologique, les anapates ont conclu qu'ils n'arrivaient pas à individualiser la surrénale. Pour les suites post-op, donc la fistule qui a été traitée par maintien du drainage chirurgical et puis maintien en position d'éclive du drain biliaire. Le traitement par albendazole a été repris en 3 semaines et 1 mois après l'intervention, après une sérologie de contrôle où on voit la régression de l'EM18 et de l'EM2. Et puis la patiente est rentrée à domicile un peu tard, 1 mois après, dans le sud de la France.
Donc le résultat ANAPAT, finalement, les 2 ganglions qu'on avait réséqués dans le pédicule hépatique ne retrouvaient pas de localisation parasitaire. Il n'y avait pas d'envahissement finalement du patch de veine cave, ni de la couche musculaire du diaphragme. Et on avait une marge saine périphérique de 0,1 cm. Donc, elle a été revue en suivi à Besançon à 1 an, avec une IRM hépatique de suivi qui ne montre pas de récidive et une sérologie négative. Donc, concernant le traitement par albendazole, il doit être pris approximativement 1 mois après l'intervention, mais après normalisation du bilan hépatique. C'est les mêmes posologies qu'en préopératoire. Il doit être pris de façon continue, toujours avec la surveillance importante du bilan hépatique et de la formule sanguine, et avec le suivi pharmacologique de dosage de l'albendazole sulfoxyde qui doit être envoyé au CNR. Ce qui est recommandé pour le traitement adjuvant, c'est de réaliser 2 ans de traitement si la résection est complète et si le patient est immunocompétent. Il y a quand même 30% de cas de patients immunodéprimés où on peut être amené à prolonger le traitement, mais bon, il n'y a pas de recommandation franche et ça doit être discuté au cas par cas, d'où l'intérêt de rediscuter les dossiers également en RCP en post-opératoire en présentant le résultat ANAPAT et puis le suivi. Donc la surveillance, ensuite, elle doit être rapprochée durant une dizaine d'années. Pas de recommandation claire non plus. La RCP et le CNR ici préconisent des surveillances alternées par IRM et TEP scanner, et puis la surveillance sérologique par le M18. Et Pauline, c'est tous les combien la surveillance? C'est annuel? Au début, c'est rapproché. Et après, après, ça veut dire quoi? Oui, initialement, la première imagerie à 1 mois, ensuite à 3 mois, à 6 mois et ensuite tous les ans. Et puis un élément qui est important aussi à ne pas oublier, c'est en tenant compte des facteurs d'exposition, de faire le dépistage familial, donc qui se fait par échographie et par sérologie. Donc chez cette patiente, on suspecte quand même une contamination dans l'enfance. Et bien si elle a des frères et sœurs, il faut penser à faire le dépistage de toute la fratrie. Les alternatives. Pauline, juste une question. Oui. Est-ce que, justement, alors, on surveille les malades, et est-ce qu'on a une notion du risque de récidive ou de réévolution de quelque chose qu'on a peut-être pu laisser passer sur les 10 ans, justement, pendant lesquels cette surveillance doit être menée? J'aurais pas de chiffres précis à vous apporter. Et ça existe. Non, mais ça existe, oui. Oui, ou est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas trop et donc on propose une surveillance, on dit bon comme il y a certaines pathologies où on ne sait pas trop l'évolutivité et donc on fait des surveillances sur le long terme, mais avec un rendu qu'on ne connaît pas trop en fait. Donc là c'est un peu pareil. Parce que finalement il y a la sérologie devrait peut-être suffire, parce que si la sérologie se normalise ou se négative et qu'elle ne redevient pas positive, finalement, est-ce qu'il y a besoin de faire de l'imagerie? Effectivement, tout ça discute et à l'heure actuelle, pas très encadré, on va dire. C'était une question, mais aussi. Hein, à Bordeaux, il n'y a pas beaucoup d'éclocose alvéolaire. Hein. Ça va venir. Ça va arriver, oui. Oui, j'ai bien vu, il y a le petit renard qui est en train de courir dans le massif central, là, qui le traverse et qui devrait bientôt arriver, en effet. Les chiens aussi, les chiens. Ah, les chiens. Ah, c'est pas grave. Donc, concernant les alternatives chirurgicales, l'équipe chinoise réalise de réelles hépatectomies ex situ suivies d'autotransplantation. C'est des séries qui sont monocentriques avec des études, 2-3 études rétrospectives avec des résultats qui sont, on va dire, assez discutables, notamment une mortalité à 90 jours de 12% et pas de suivi rapporté à long terme. Donc, c'est à notre sens assez discutable et ça doit pas forcément être extrapolé chez nous, en tout cas avec précaution, puisque l'alternative, ça reste le traitement albendazole au long cours et s'il est bien toléré, ça peut être aussi une alternative. La transplantation hépatique, donc comme dans toute situation, hein, c'est
Ça dépend enfin, on va dire que les indications sont relativement limitées et les patients doivent être très sélectionnés. Il y a quand même des taux de récidive qui sont notables. Et en tout cas, les données françaises vont bientôt être réactualisées par rapport aux résultats pour la transplantation hépatique. Jean-Yves, est-ce que tu as des remarques particulières ou Non, peut-être une remarque générale sur justement l'agressivité de la chirurgie et la place de la transplantation. Comme tu l'as dit, tu l'en parles à la fin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y avait pas mal, je pense, pas mal d'indications assez larges de transplantation et avec des taux de récidive assez élevés. On peut imaginer que dans des cas maintenant très sélectionnés et qu'avec une meilleure gestion du traitement médical avant et après la greffe, on aura des meilleurs résultats, que probablement les indications de transplantation, elles ont vraiment diminué, qu'il y a eu probablement aussi des indications à un moment sur des problèmes biliaires, des atteintes biliaires, des angiocolites, et que les progrès des stents que par voie rétrograde, antérograde, les progrès médicaux de l'albendazole font que les indications diminuent. Peut-être qu'il reste un peu les équivalents de syndrome de Budd-Chiari. On peut imaginer que là, c'est assez difficile, mais probablement que voilà, maintenant la transplantation devient une exception, mais comme toutes les exceptions, elles existent. Mais que probablement des cas hyper sélectionnés, des cas très difficiles, mais avec une meilleure gestion du traitement médical, on peut estimer que les indications deviennent rarissimes, doivent être discutées dans votre RCP national et qu'on peut espérer par contre des résultats, un taux de récidive moins important compte tenu des progrès médicaux sur le plan du traitement antiparasitaire et sur le plan d'immunosuppression. En tout cas, bien d'accord et important d'écouter votre expérience. Pauline, tu avais autre chose? Une petite diapositive de conclusion et après. Non, donc ça reste une maladie qui est quand même relativement rare, même si l'incidence est en augmentation, qui est rare, hein, qui est létale en absence de traitement, qui se développe maintenant au-delà de la zone d'endémie historique. Donc, il faut vraiment y penser. Pas seulement dans le Grand Est, et elle évolue comme un pseudo-cancer à marche lente. Donc sur le scanner, classiquement, c'est les calcifications qu'il faut retenir, et sur l'IRM, cet aspect en nid d'abeille avec les hyper-T2 des lésions kystiques. Il est très important que toute chirurgie, si elle a lieu, soit encadrée par un traitement par albendazole pré- et post-opératoire, et que les marges sont actuellement en discussion, mais qu'on peut se permettre de réaliser une résection complète avec des marges millimétriques. Juste une dernière diapositive parce que le site vient d'être réactualisé et tout peut se faire à travers ce site pour signaler l'échinococose alvéolaire et pour inscrire les patients en RCP. Non, merci. Merci beaucoup, Pauline, parce que c'était vraiment très intéressant, surtout que ça permet de bien mettre en évidence que c'est une pathologie, comme tu très rare, mais qui a des spécificités, avec vraiment une expertise qui est vraiment nécessaire pour le prendre en charge de façon sérieuse, parce qu'on voit très bien que s'il n'y a pas la bonne prise en charge, les conséquences derrière peuvent être dramatiques, parce qu'il peut y avoir une destruction hépatique avec une impossibilité de traitement et donc le décès. Donc, c'est vraiment. Et puis là, l'avant-dernière diapo permet de bien mettre en évidence les messages importants, les caractéristiques cliniques, mais surtout après morphologiques avec l'examen de référence qui est l'IRM, l'utilité d'un traitement néoadjuvant par albendazole systématique et en adjuvant, le bilan qui doit être vraiment complet avec l'ajout du TEP scanner, et puis la résection qui doit être complète microscopiquement, comme un cancer, comme tu l'as très bien dit, c'est un pseudo-cancer à marche lente, donc c'est un traitement comme pour un cancer. Et tout ça fait que ça permet d'avoir une prise en charge la plus optimale possible. Et ça, là, je pense que ce cas clinique permet d'avoir vraiment une mise au point sur cette pathologie très particulière. Et puis, comme vous nous l'avez montré, que ça sort du Grand Est, vous avez levé les barrières, hein, donc merci. Et elles arrivent un peu partout, donc faites bien attention. Et c'est vrai que je pense que c'est
le diagnostic différentiel, c'est cholangiocarcinome, parce que ça peut avoir un peu cet aspect rétractile avec une tumeur fibreuse. Donc, à garder à l'esprit et dans les RCP, y penser de temps en temps quand on a peut-être un doute sur ce type de lésion en fonction aussi du contexte. Merci en tout cas, Pauline, et à l'équipe de Besançon pour ce gros travail et surtout pour votre expertise qui est très reconnue sur le plan national et sur le plan européen. Merci à vous. Jean-Yves? Ouais, je m'associe à vos très très belle présentation. Je crois que ça fait une belle synthèse. Merci à toute l'équipe. Je crois que c'était important d'avoir votre vision et avec beaucoup d'expérience, beaucoup de recul. Ça fait une belle synthèse. Et même si, comme l'a dit Christophe, hein, on n'en voit pas souvent, c'est une pathologie intéressante, spécifique. Et les quelques cas qu'on a, il faut qu'ils soient gérés parfaitement. Donc, et en tout cas, message pour tout le monde, la RCP nationale, elle marche très bien, c'est accessible et on profite de l'expérience immense que vous avez, donc c'est super. En tout cas, bravo, c'est une bonne reprise pour les grands rounds, c'était sympa. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour faire un peu de com. Le prochain grand round aura lieu le 17 avril et ça sera sur une forme clinique un peu particulière de cancer des vésicules. Et l'équipe qui a en charge ce grand round, c'est l'équipe de Mondor. Donc, j'espère qu'on vous verra très nombreux. Et puis, donc, j'ai quelques petits messages pour savoir est-ce que vous aurez accès à ce diaporama. Bien sûr, il sera d'ici une semaine sur le site de la CHBT en free accession. Donc, il n'y a aucun problème. Bien sûr, ce grand round sera disponible pour être revu et repotassé pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'y participer ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis, écoutez, à dans un mois et à très vite. Au revoir.